Le risque de bear market est-il écarté? Le marché a connu un sell-off. L'évolution géopolitique est certaine. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre un sell-off, avec les niveaux techniques qui ont permis aux indices boursiers de se stabiliser et de se reprendre, et un bear market? Le risque de marché baissier est-il vraiment définitivement écarté? Quelles sont les variables d'ajustement réelles, celles qui vont compter à la fois sur le plan fondamental et le plan technique? Il ne s'agit pas simplement du détroit d'Ormuz, ça va bien au-delà. J'ai été d'ailleurs précis sur ce sujet dans la dernière édition du Top Gun, mais là je vais mettre l'accent sur ce qui me semble être le véritable point de bascule. Je vous le donne dans cette vidéo, le point de bascule fondamental. On ne va pas y passer 30 ans non plus. Je vais simplement vous le préciser, nous allons commencer à regarder certains indicateurs sur ce sujet, car là je me projette sur l'après. Sell-off, bear market, rebond, le risque de bear market est-il écarté? Je vous donne tous les seuils techniques qui vont vraiment compter. Une sélection d'actifs au sein de toutes les classes d'actifs, une sélection d'actifs qui selon moi sont les plus importants, les plus pertinents, au sein de toutes les classes d'actifs, indices boursiers, marché actions, secteur du marché actions, marché d'échange, taux d'intérêt, obligations, marché des crypto-monnaies, matières premières, énergie, métaux précieux. Bon, rassurez-vous, j'ai ma sélection, et pour chacun de ces marchés, j'ai les niveaux techniques qui comptent. Ceux qui disent que le sell-off est terminé, ceux en dessous duquel le sell-off peut se transformer en marché baissier, ceux au-dessus duquel le sell-off se termine définitivement pour entrer dans un marché de reprise, finalement, reprendre les tendances haussières de fond, car les tendances de fond sont haussières. Chers amis, première partie, sell-off, bear market, reprise en lien avec l'évolution géopolitique certaine, et les choses s'accélèrent et vont continuer de s'accélérer ces 2 prochaines semaines. C'est quoi la différence? On va commencer par quelques définitions. D'ailleurs, tenez, on va faire un exercice. Donnez-moi, comme ça, sans aller regarder à droite à gauche. C'est quoi la différence fondamentale entre un sell-off et un bear market? Pas faux. Il y a du vrai dans ce que vous dites, dans ce que vous avez pensé. Mais c'est pas totalement ça. Deuxième partie, les fondamentaux vont trancher. Alors là, vous allez dire, ça y est, il va faire le perroquet, il va répéter tout ce qu'il a dit la semaine dernière, où pendant 20 minutes, il nous a ennuyé avec ses fondamentaux, les perspectives d'inflation, les banques centrales, etc., l'approvisionnement de l'Asie, le pétrole. Eh bien non. Eh bien non. Cette semaine, je mets le doigt sur le véritable point de bascule fondamental. Celui qui décidera de la tendance, pas d'aujourd'hui ni de demain, mais des prochains mois, la tendance de fin d'année. Vous allez le découvrir en regardant la vidéo. Ne trichez pas, n'avancez pas. Reste avec moi. Troisième partie. Et maintenant, la troisième partie, c'est justement ce point de bascule fondamental. Donc si je lis le titre, vous allez le savoir tout de suite. Quatrième partie, je passe en revue tous les seuils techniques. Tous les seuils techniques. Je vous donne les niveaux frontières. Donc pour toutes les classes d'actifs. Bon, bien sûr, les actifs majeurs, donc les principaux indices boursiers, principales matières premières, etc. Le pétrole, le gaz, l'aluminium, même l'engrais, l'urée, vous savez, l'urée. Dont d'ailleurs, il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites. Par exemple, voilà, j'ai pu lire dans certains articles, il y a une contrainte d'offre pour l'aluminium avec la fermeture d'Ormuz. L'aluminium ne passe pas par le détroit. Alors, il y a des effets indirects. Par contre, c'est le cas avec l'urée. C'est de l'engrais. Bon. Donc tout est sur TradingView, hein, donc je vais vous montrer, je vais vous donner les codes. Mais bon, ce qui compte vraiment, ce sont les indices boursiers du marché action américain et européen, où sont les vrais seuils techniques de bascule entre fin du sell-off, bear, reprise haussière. Voilà, donc ça la grosse partie technique. Chers amis, le risque de bear market est-il écarté pour de bon? Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Simple sell-off terminé ou risque de bear market futur, chers amis. C'est parti. Donc le plan, je vous l'ai donné à l'instant, 4 parties. Nous allons commencer comme d'habitude par un peu de définition. Vous savez que j'aime un peu blablater, un peu théoriser les choses. Le point de bascule, les seuils techniques qui comptent. L'information fondamentale arrive. Vous allez voir, je vais pas vous parler du détroit d'Ormuz.
même si bien sûr il faut en parler parce que c'est la condition première, mais je ne vais pas refaire, si vous voulez, la vidéo de la semaine dernière, où j'ai fait 25 minutes de blabla sur les fondamentaux, et notamment sur les conditions nécessaires pour se dire que définitivement le sell-off est terminé. Qui dit sell-off terminé dit qu'on n'entrera pas dans un bear market parce que, attention, la baisse des indices boursiers entre le plus haut du 27 février et le plus bas de la semaine dernière n'est pas un bear market, c'est un sell-off. Donc ça c'est la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, que vous pouvez reprendre. Là je vais préciser ma pensée et rajouter ce qui va nous occuper en fait quand ce conflit sera complètement terminé, je dis bien complètement terminé. Il y aura une thématique que vous connaissez qui va revenir, mais qui sera décisive pour le coup. Alors un sell-off, c'est une chute brutale et rapide des marchés. Un bear market, c'est une phase longue et structurelle de baisse. Voilà la principale différence. Le sell-off, durée courte, amplitude modérée à forte, événement ponctuel, sans récession économique. Le bear market, c'est long, ça dure des mois, voire un an et demi, une amplitude supérieure à 20%. Et vous avez donc la variable macroéconomique qui compte, la récession économique. Et oui, c'est ça qui va nous occuper ces prochaines semaines, ces prochains mois. Peu importe l'évolution géopolitique. Et quand nous allons arriver à un accord de paix final, des dégâts sont déjà là. Plusieurs semaines avec des prix de l'énergie élevés. Quel impact sur la consommation? Quel impact sur le sentiment, sur le business cycle? Quel impact sur l'emploi? Les hard data vont tomber. C'est ça la clé. Il n'y a pas de reprise du marché action durable sans écarter définitivement le scénario d'une récession économique. Alors justement, quelle est la probabilité de cette récession économique? En tout cas, c'est la différence fondamentale entre les deux scénarios. On va prendre l'historique du S&P 500. Un bear market. Voilà, bear market entre 2000 et 2002, moins 51%. Le bear market de la crise financière, un marché baissier. Hein, je dis bear market parce que tout le monde dit bear market. Voilà. Oui, alors quand je dis bear market, hein, naturellement vous l'entendez que je l'écris bien B-A-I-2-R-E M-A-R-Q-U-E-2-T-E. Bear market. Voilà. Restons français, francophones. Un sell-off, un sell-off, un sell-off. Même d'une certaine façon, Covid fut un sell-off. Le bear market de 2022, il y a l'axe du temps, l'axe des prix. Le sell-off de la crise commerciale et donc le sell-off de cette guerre en Iran. Donc la différence fondamentale, elle est sur cette durée et elle est sur la variable d'ajustement qui est donc la récession économique. Donc là, c'est là finalement que nous allons entrer dans le vif du sujet pour les prochaines semaines. En premier lieu, ce sont les fondamentaux qui vont trancher. Les fondamentaux géopolitiques, vous les connaissez comme moi. Hormuz, l'industrie pétrolière et du gaz autour du golfe Persique, le transport maritime, approvisionner l'Asie, ne pas trop taper dans les réserves stratégiques, espérons que ce soit pas trop tard, etc. etc. Mais le point de bascule, parce que finalement, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que le sell-off est vraiment terminé? Ou est-ce que tout ça est du vent et qu'on va revisiter les plus bas et qu'une fois revenu sur les plus bas, on va les casser? Et si on casse les plus bas, à partir de quand on passe vraiment en bear market? C'est quoi les signaux techniques qui nous condamnent pour quelques mois ou qui au contraire, si on est au-dessus, ne nous condamnent pas et donc on peut croire à la fin du sell-off? Ça fait des choses qui tournent dans la tête. La variable d'ajustement, c'est la récession économique. Donc, ça, c'est les questions fondamentales à se poser, que j'ai posées la semaine dernière, que vous connaissez. Et donc, je passe directement à la suite. Quelle est donc la probabilité actuelle d'une récession économique US et mondiale? Et c'est ça, en fait, que le marché cherche déjà à mesurer. Le problème, c'est que c'est difficile à mesurer. Vous avez des modèles de probabilité de récession. Ces modèles de probabilité de récession, j'en ai mis ici un certain autre, sont en retard, réagissent avec retard. Il faut parfois 2-3 mois pour qu'ils nous disent « ça y est, on est en récession ». Sauf que le marché est déjà tout en bas. Bon. Alors, qu'est-ce qui réagit vite? Ce qui réagit vite, c'est ce qu'on appelle les hard data. Hard. C'est solide, c'est costaud, c'est musclé. Les hard data. Ces hard data, elles sont publiées chaque mois. Et c'est ça que va regarder le marché. Les prochains chiffres du chômage.
les prochains chiffres de la production industrielle, la croissance économique, les indicateurs avancés, les PMI, le business cycle. Est-ce que ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer au Moyen-Orient, est-ce que cela a déstabilisé le business cycle, la confiance des agents économiques, des consommateurs, des entreprises, des investisseurs, peu importe l'évolution, et quand bien même nous arriverions d'ici la fin du mois d'avril à une paix définitive, le mal peut être déjà fait. Ou pas. Mais c'est justement ce que sera chaque semaine l'enseignement des hard data. Les indicateurs avancés, les PMI, l'ISM, les chiffres du chômage, ça c'est l'indicateur ultime, les chiffres de l'investissement des entreprises, la production industrielle, bien sûr les chiffres de croissance, mais tout ça est en retard. Il y a des statistiques hebdomadaires d'emploi qui peuvent être beaucoup plus réactives, d'embauche. Ce sont des choses qui vont nous apporter des informations. C'est vrai que là, lorsque vous regardez les modèles là, de probabilité de récession, ça ne réagit pas, c'est beaucoup trop lent, ça reste tout en bas. Au stade actuel, aucun de ces modèles n'indique que la probabilité d'une récession a augmenté. Pourquoi ? Pas parce que nous attendons toujours. Vous savez, le conflit a commencé le 28 février. Donc toutes les statistiques du mois de mars, d'activité, toutes les hard data du mois de mars tombent en avril. Mais en fait, comme il y a toujours un décalage entre ce qui se passe et l'impact sur les agents économiques, ce qui va compter, ce sont les hard data du mois d'avril. Les hard data du mois d'avril sont publiés en mai. Donc c'est à partir, si vous voulez, de la mi-mai, de la fin du mois de mai, qu'on va pouvoir vraiment ajuster l'impact en termes de probabilité de récession économique. Peu importe la situation géopolitique, qu'elle soit stabilisée ou pas. Et c'est là que le marché boursier, indice boursier, prendra sa vraie direction. Celle de retendre vers les plus hauts, celle de rester flat ou celle d'entrer en bear market. Alors bien sûr que tout ça, bien sûr, le facteur temps compte, et que si les opérations militaires cessent pour de bon, quelque part en avril, effectivement, le facteur temps peut à un moment ou à un autre avoir un impact favorable. Donc, il faudra notamment regarder l'impact sur la production industrielle, les tout prochains chiffres de la production industrielle, pour voir s'il y a un impact concret, l'impact sur la production industrielle, bien sûr l'impact sur l'emploi, l'impact sur les détails de l'emploi, l'impact sur le taux de chômage, et en particulier dans le secteur manufacturier. Et c'est ça aussi que va regarder la Fed. D'ailleurs, Jérôme Powell, et c'est ça finalement qui a entre guillemets un peu apporté des remarchés, Jérôme Powell, il ne s'est pas énervé sur l'inflation. Il a bien rappelé, actuellement, il y a vraiment un duel énorme entre emploi et inflation. Et d'ailleurs, ça a eu un impact baissier sur les taux du marché, parce que finalement, si le curseur est vraiment mis plutôt sur le business cycle et l'emploi, que sur l'inflation d'ailleurs dont le rebond serait provisoire, au fond, ça va retomber tout ça. Mais ça peut être finalement quelque chose de plutôt favorable pour les marchés. Bon, en tout cas, ce sont donc ces hard data qui vont compter, ce facteur temps, et bien sûr, quelle sera l'évolution donc de la probabilité d'une récession. C'est le facteur fondamental dominant donc, des prochaines semaines. Maintenant, quels sont les seuils techniques qui séparent le sell-off du bear market? Quels sont les seuils techniques qui vont compter? Donc effectivement, alors moi j'ai essayé, j'ai rassemblé ceux qui, j'aurais pu en mettre tellement d'autres, et nous allons les regarder. Je pense qu'il faut avoir une vue sur toutes les classes d'actifs, le marché, donc les indices boursiers, les secteurs du marché actions, une sélection d'actions, les matières premières, le marché d'échange, les taux d'intérêt, la vol. Il y a aussi des données alternatives, ça je vous en ai parlé la semaine dernière, comme le pourcentage de cash chez les gérants, ou encore le nombre d'actions du S&P 500 sous la moyenne mobile à 50 jours, qui a toujours été, lorsqu'il est vraiment très bas, un signe de bottom. Et on peut même ajouter la classe d'actifs des cryptos, même si au fond Bitcoin suit son propre cycle, le cycle de 4 ans, qui d'ailleurs au fond n'a pas été malmené depuis le début des opérations militaires.
Donc, nous allons commencer par regarder les indices boursiers, et notamment donc l'indice de référence de la finance mondiale, qui est l'indice S&P 500. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez le contrat futur S&P 500 et le SP 500 normal. Donc, bear market versus sell-off, le seuil frontière est évident. Le seuil frontière saute aux yeux. Donc là, vous aviez eu le sell-off de la crise sanitaire. Finalement, vous avez là suffisamment d'exemples, même si on peut remonter au début du siècle. Le sell-off de la crise sanitaire, le marché baissier, arrêtons avec les anglicismes, de 2022, le sell-off de la guerre commerciale, et donc, pour l'instant, le sell-off de la guerre en Iran. Sauf si d'ici la fin d'année, imaginez ça là, si d'ici la fin d'année, même si là on se reprend, si d'ici la fin d'année on fait un truc comme ça, qu'on arrive là, en termes de durée et d'amplitude, nous ne pourrons plus parler de sell-off, mais bien de bear market. Je dirais que deux scénarios s'opposent. Vous avez le point frontière, c'est le niveau des 6150 points, qui est le record historique ici, atteint par le S&P 500 donc, en février 2025. C'est le seuil frontière. Le scénario du sell-off consiste en un repli entre les plus hauts ici à 7000 points jusqu'à 6150. Notez que la semaine dernière, le marché s'est arrêté à 6320. Et finalement, tant qu'on se maintient au-dessus de ces 6150, que ce soit sur le S&P 500 ou le contrat futur S&P 500, le contrat futur S&P 500, le mini-contrat, sachez que c'est le contrat à terme le plus tradé au sein de la finance occidentale en termes de volume. Il est numéro 1 mondial. Bon, finalement, tant qu'on se maintient au-dessus de ces 6150, il n'y a pas de bear market. Il n'y a pas de marché baissier. Pour briser 6150, c'est le signal d'entrée en marché baissier. C'est le signal du développement d'une phase de ce type-là. D'ailleurs, notez que si nous devions aller chercher le bas du canal, j'ai mis ici une projection, ça fait moins 24%. Si nous devions aller chercher le bas du canal, nous nous retrouvons sur une amplitude de baisse ici qui est assez similaire finalement au marché baissier de 2022 qui fut à l'époque le marché baissier de la remontée des taux d'intérêt, de la lutte contre l'inflation, etc. Donc, il n'y a pas de marché baissier tant que le S&P 500 tient cette zone. D'ailleurs, vous avez alors, notez comment se termine un marché baissier. Par exemple, le marché baissier ces deux grands marchés baissiers ici, c'était à chaque fois terminé par des superbes divergences haussières weekly. Allez, le temps de les faire. Et ces marchés, vous savez, ces bear markets, là, ils ont duré 1 an et demi. Hein. Donc là, même celui de 2022 il a duré 10-11 mois, hein, puisqu'on l'a fait de janvier à octobre-novembre. Et c'était d'ailleurs terminé par une divergence. Ah oui. Alors que vous voyez que les sell-off ont fait des incursions en zone de survente et ça repart en V-bottom. C'est la différence principale, en tout cas d'un point de vue du RSI. Donc le seuil, les seuils, vous pouvez aussi regarder le Nasdaq Composite. Le Nasdaq Composite, pardon, il est où mon Nasdaq Composite? Ça c'est mon Nasdaq 100, mon Nasdaq Composite, ça c'est le Nasdaq 100, voilà mon Nasdaq Composite. Enfin c'est le Nasdaq 100, pardon. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le seuil de bascule, c'est ce niveau-là, c'est ce niveau. C'est le record de 2025. Regardez le Dow par exemple. Regardez l'indice Dow Jones, comme c'est intéressant. La semaine dernière, lui, alors moins pondéré en tech, la semaine dernière, il s'est repris sur les sommets de début 2025, à la faveur d'ailleurs d'une belle divergence haussière daily. Vous avez, si vous voulez, le Dow Jones la semaine dernière a réagi sur cette frontière. Donc rebasculer en dessous, c'est le signal, selon le Dow, d'entrée en marché baissier. S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones, on peut regarder aussi le MSCI World, l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600 pour l'Europe. Les indices MSCI World, MSCI avec les pays émergents, c'est la même chose. On voit que le marché est encore très loin des anciens records. Finalement, il ne fait qu'un retracement. D'ailleurs, de manière générale,
que vous regardiez le MSCI, le MSCI World, le Nasdaq 100, le Dow Jones, le contrat futur S&P 500, le S&P 500, je vous en ai parlé la semaine dernière. L'idée c'est sell-off terminé, sell-off non terminé qui bascule en bear market, sell-off terminé qui rebascule en reprise. Le niveau de reprise, partout, sur tous ces marchés, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Lorsqu'elle conserve une pente haussière, j'insiste, lorsqu'elle conserve ou retrouve une pente haussière, lorsqu'elle conserve, là elle conserve, ou retrouve une pente haussière, et que le prix la redépasse, redépasser à la hausse, une moyenne mobile de long terme qui a conservé ou retrouve une pente haussière, c'est le double signal de définitivement fin du sell-off, sauf fait exceptionnel. Donc, sur ces marchés-là, vous voyez que sur le S&P 500, elle se situe à 6645 points. Donc, si vous voulez, le marché reste dans un entre-deux tant qu'il est entre ces 6675 et les 6150, 6200 points, ici pour l'indice S&P 500. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, mais ça, je vous en parlais la semaine dernière, c'est que partout, les indices européens, qui ont beaucoup plus corrigé que les indices US, étaient revenus sur des supports. Donc, je vous invite notamment à vous intéresser aux enseignements du système Ichimoku en données hebdomadaires, avec cette belle réaction de l'Eurostoxx 50 sur le Kumo Weekly. Alors, le contrat futur, je vous ai dit tout à l'heure, le mini-contrat S&P 500 est le plus tradé du monde. En Europe, au sein de la finance institutionnelle, c'est le contrat futur Eurostoxx 50, VG1 sur Bloomberg, le ticker. Et le stock 600, voilà. Les deux marchés, tant qu'ils se maintiennent au-dessus de ce Kumo Weekly, conservent donc une orientation haussière. Notez d'ailleurs que le S&P 500 essaye aussi de préserver le Kumo Weekly du système Ichimoku et qu'il vient rejoindre le niveau des 6150 points dont je vous ai parlé, le record, c'est le point de bascule. C'est la frontière, je vous ai donné la frontière entre sell-off, fin du sell-off et bear market. Voilà. C'est ce niveau des 6150 points. Si finalement nous ne devions en retenir qu'un seul. Ensuite, les secteurs. Il y a beaucoup de secteurs à regarder, notamment donc, les secteurs qui sont les plus impactés par le conflit géopolitique, bien sûr l'industrie, l'immobilier, la tech. Immobilier, la tech, c'est logique, ce sont les taux d'intérêt, les semi-conducteurs, le SOX, la finance aussi est globalement sous pression. Et si vous voulez, ces secteurs ne sont pas entrés en bear market. Aucun de ces secteurs n'a cassé de seuil technique majeur. Ce sont les secteurs les plus importants à suivre. Donc moi, ces secteurs, je les ai rassemblés ici. Ces secteurs, le secteur de la finance, le secteur de l'énergie qui lui avait donné son signal haussier dès le mois tenez par exemple, prenez le secteur industriel. Le secteur industriel, le S&P 500 secteur industriel, pour le moment se maintient au-dessus, lui, de sa moyenne mobile à 200 jours. Vous avez le secteur de la tech, le SOX, le secteur de la tech. Le secteur de la tech, ça c'est le niveau. Il y a finalement deux niveaux vraiment importants à surveiller. Sell-off, bear market, ce sont les sommets de début 2025. Regardez, je vous ai montré ça à l'instant sur le S&P 500, sur l'indice S&P 500. C'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Sur l'indice S&P 500, le niveau ici, les records de début 2025. Je vais repasser ici en données journalières. C'est ce niveau-là. Et donc sur les secteurs de la tech, voilà, vous avez exactement le même niveau. C'est le niveau, c'est le point de bascule. Briser ce niveau, c'est vraiment le signal d'entrée dans une phase corrective qui peut prendre ici donc la forme non pas d'un sell-off. C'est vrai que nous sommes pour l'instant uniquement dans ce cas de figure, mais plutôt celle d'un marché baissier. Alors, je continue. Donc, alors, les actions, les leaders tiennent-ils? Alors, leader, oui, leader de catégorie, pas forcément leader tendanciel. Il y en a beaucoup à regarder. Moi, je vais vous en montrer deux. J'ai mis Nvidia, Microsoft, Adobe, Micron, Blackstone. Là, on est sur des choses différentes. L'IA, les logiciels, l'IA, la mémoire vive IA. Là, vous êtes sur le private equity. Moi, j'ai vu la semaine dernière des supports. Contenus.
j'ai vu la semaine dernière des supports qui m'ont rassuré, si vous voulez, sur la capacité du marché à se reprendre. Tenez par exemple Microsoft. Microsoft est quand même revenu sur cet énorme gros support technique horizontal. Le niveau des 350 $, moyenne mobile à 200 semaines, qui d'ailleurs avait limité le marché baissier 2022, complètement survendu sur le plan des indicateurs de momentum, là j'ai le RSI, j'ai le LMACD. Bon, elle me dit, ça c'est intéressant. Je regardais aussi, Blackstone, le leader américain du private equity, le marché revient, regardez ce gros support mensuel. D'ailleurs, Blackstone, ça ressemble beaucoup 1, 2, 3, ABC, 3 temps, on a retracé entre 60 et 78,6. Là, ici, le bear market de 2022 avait retracé entre 61 et 78,6 de l'ancien bull. Bon, et là, on a un A égale C qui est parfait, c'est-à-dire que cette amplitude-là reportée ici donne ce niveau. Bon, après, il faut franchir la résistance, mais c'est vrai que regardez le niveau de survente de Blackstone, ce sont des zones de bottom. Et là, vous avez des actifs d'attrait pour le risque, bien sûr, sauf situation géopolitique catastrophique, mais finalement, beaucoup de ces gros, même Nvidia, tenez, même Nvidia, la différence entre Nvidia, c'est comme le secteur de la tech, c'est comme le S&P 500. Tant que le marché tient les records de début 2025, il n'y a pas de marché baissier. Dans le secteur des logiciels, à un moment ou un autre, viendra la stabilisation d'Adobe, qui est complètement survendu. Alors, viendra probablement le rebond ensemble d'Adobe, de Microsoft. Voilà. Il y a des éléments quand même, finalement, certains titres majeurs comme ça, où l'on peut y voir des opportunités. Alors les signaux techniques à suivre, bien sûr, dans les matières premières, les frontières techniques entre sell-off et marché baissier, pétrole, gaz, aluminium, cuivre, urée. Alors là, c'est pareil. Il faut arrêter de partir dans tous les sens et de faire le détroit d'Ormuz le centre du monde. C'est faux. L'aluminium ne passe pas par le détroit. Le cuivre ne passe pas par le détroit. Voilà. Par contre, l'aluminium et le cuivre sont directement impactés par le prix de l'énergie. En fait, qu'est-ce qui passe vraiment par le détroit? En fait, pétrole, gaz, de la pétrochimie, de l'essence, du diesel, et bien sûr, de l'urée, c'est un engrais. Ça, ok. Tout le reste, le lien est indirect, le lien n'est pas direct. Donc il ne faut pas non plus aller chercher trop large. Pétrole, gaz, urée, nous n'avons pas franchi des seuils techniques d'entrée en marché baissier. Sur le marché d'échange, le dollar n'a pas dépassé la résistance qu'il fait entrer en bull market. Bien sûr, je regarde aussi la tendance de l'euro-dollar, la tendance de la roupie indienne ou du won sud-coréen, parce que ce sont des économies directement impactées. Là, on voit qu'elles tendent à vouloir se reprendre. Le 2 ans américain, je vous ai expliqué que c'est le taux qui anticipe le mieux le taux à venir de la Fed. Si le 2 ans américain repasse sous le taux de la Fed, ben c'est que le sell-off est terminé. Le VIX, le niveau technique du VIX, le pourcentage de cash chez les gérants, Bitcoin c'est à part, oubliez Bitcoin, on s'en fiche. Voilà, je pense que là, vous avez à travers tous ces indices beaucoup de choses à suivre. Allez, tenez, regardons le pétrole, le gaz, l'urée, le dollar, le 2 ans américain. Pour bien avancer sur l'ensemble de ces sujets. Alors tout d'abord, le 2 ans américain, c'est très important à suivre, parce que c'est celui qui anticipe le mieux le taux d'intérêt à venir de la Fed. Le 2 ans américain, il s'est envolé au début de conflit, il retombe vers le taux de la Fed. Là, quand j'enregistre la vidéo, il est égal. Le 2 ans américain est égal au taux de la Fed. Donc le marché, finalement, là, repasse dans une perspective où finalement, il n'y aurait pas de hausse de taux cette année. Et peut-être, si le 2 ans américain rebascule pour de bon sous les 3,75, c'est fini. Sell-off terminé définitivement. Et on passe même en perspective de baisse de taux. Peut-être encore plus important que les signaux techniques frontières que je vous ai montrés sur le S&P 500, la tech, Nvidia, etc., c'est ce seuil-là qu'il faut suivre. C'est ce seuil-là qu'il faut suivre sur les marchés, pour le 2 ans, pour le 2 ans américain. Bien sûr,
et c'est là où la messe n'est pas dite, le pétrole. Au-dessus de 90 $, nous sommes encore en zone de choc inflationniste. Entre 80 et 90, nous sommes en zone d'alerte rouge. Tout ce qui est au-dessus de 80 $ pour le brut US, c'est inflationniste. Donc là, si vous voulez, un pétrole qui se maintient, même après la fin du conflit, au-dessus de 80, ça peut représenter un risque de ralentissement économique. Et donc d'augmenter la probabilité d'une récession et avoir un impact sur les indices boursiers. C'est ça qu'il faudra vraiment regarder. Moi, je serais vraiment rassuré, entre guillemets, lorsque je verrai le pétrole au moins revenir se stabiliser autour des 80. Et alors, s'il rebascule sous les 80, là, c'est bon, c'est gagné. Plus de stress, on repart bien. Là, il n'y aura pas d'impact sur l'inflation. Il y a bien sûr le gaz, il y a beaucoup de choses. Il y a le gaz, il y a beaucoup de choses qui sont à suivre. Mais là, pour le coup, c'est probablement un des éléments les plus importants à regarder. Alors, vous avez aussi, je vais aller dans ma section matières premières, parce que j'en ai ici un peu dans tous les sens. Oui, au passage, on joue un peu avec TradingView. Tenez, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'urée. Alors oui, bon, effectivement, l'urée, ok, donc l'aluminium, oui, ok, très bien. Alors, notez une chose, l'aluminium est en tendance haussière depuis des mois, bien avant le conflit. Bien avant le conflit, d'accord? Donc c'est pas un choc. C'est pas un choc. D'autre part, l'aluminium ne passe pas par le détroit. Il est impacté par le prix de l'énergie. L'urée. Oui, l'urée, depuis le début du conflit, oui, clairement, on voit qu'il y a eu un impact sur l'urée, qui est un engrais. Il y a eu un impact haussier sur l'urée. Mais regardez le graphique de long terme, ma foi. On est tout en bas. Regardez où se situait l'urée au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et voilà où nous sommes, nous. C'est pas vraiment un risque systémique. Donc au final, lorsqu'on passe en revue ce prix du pétrole de 2 ans, les indices boursiers, je dirais qu'au final, la plupart des indices, des actifs risqués en bourse, des indices boursiers, ne sont pas en marché baissier. Les seuils de bascule du sell-off au marché baissier sont en dessous, n'ont pas été rompus. Et je dirais que parmi tous ces actifs, celui qui reste véritablement en alerte rouge, c'est le prix du pétrole. Et quelle que soit l'évolution de la situation géopolitique, le marché a besoin de voir une probabilité de récession qui reste sous contrôle, des taux d'intérêt qui restent sous contrôle, et donc pour cela, un prix du pétrole qui revienne du côté des 80 $, qui parviennent à s'y installer. Alors, chers amis, d'après vous, le risque de marché baissier est-il complètement écarté? Mon opinion, c'est que malheureusement, personne ne peut répondre maintenant et que nous allons avoir besoin de la publication des hard data ces prochaines semaines pour en savoir davantage. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.